Merci pour votre question sur les économies, parce que c'est un sujet effectivement qui a beaucoup agité les débats. Bon, vous rappelez que nous avions présenté un budget qui portait continuité du plus grand effort de réduction des dépenses de fonctionnement de l'État depuis 25 ans. Ça a été fait en 2025, ça a permis de tenir le fameux 5,4%. Je rappelle que sur les dépenses de l'État, nous avons fini l'année à 300 millions d'écart par rapport aux 480 milliards d'euros de dépenses totales pour l'État. On peut donc dire qu'à la fois les engagements peuvent être tenus pour peu qu'on ait la bonne méthode. Et le Premier ministre a confirmé que pour 2026, toutes les lignes budgétaires, tous les éléments de dépenses et de recettes pour l'État, les collectivités et la sécurité sociale continueraient d'être suivis, comme nous l'avons fait tous les trimestres, avec ce qu'on appelle des comités d'alerte, avec une très grande transparence, pour que tout ce qui est dans ce projet de budget, comme l'a dit le Premier ministre, pour que nous tenions sincèrement le 5%, ne soit pas seulement sur les épaules, vous voyez, des différents ministres, mais bien que ce soit quelque chose qui soit fait en transparence. Ensuite, sur les économies que nous faisons. Nous en faisons beaucoup sur les opérateurs et les agences. Et vous verrez d'ailleurs que dans les prochaines heures, un certain nombre d'économies supplémentaires seront demandées à un certain nombre d'acteurs, notamment pour que nous puissions optimiser ce qu'on appelle leur trésorerie, qu'il n'y ait pas d'argent dormant, que les impôts payés par les Français soient utilisés aussi vite que nécessaire, et qu'au fond, il n'y ait pas, vous voyez, des petits réserves comme tels des écureuils, alors que c'est l'argent des Français et que nous devons être très précautionneux avec l'impôt que nous collectons et très rigoureux avec la manière dont il est dépensé. Vous verrez également qu'un certain nombre de ministères, nous allons procéder à des mécanismes budgétaires pour que nous annulions une partie de notre réserve, ce qui veut dire que nous allons mettre sous contrainte l'ensemble des administrations pour dire que les budgets votés doivent être strictement tenus et qu'il n'y aura pas de rallonge, sauf crise, sauf besoin exceptionnel. Donc nous mettons l'ensemble de la puissance publique dans un cadre extrêmement rigoureux. Nous faisons des économies ensuite sur des éléments essentiels. Les éléments de commande publique et d'achat public. Vous avez vu beaucoup de reportages où, au fond, nos règles obligent les acteurs publics à acheter plus cher que si les règles étaient de bon sens. Nous avons changé les règles sous l'autorité du Premier ministre avec le ministre David Amiel pour que les achats coûtent moins cher. 1 milliard d'euros d'économie par ce biais. Le Premier ministre a donné instruction que nous diminuions dans tous les ministères et plus opérateurs les dépenses de communication. Et au total, les économies qui vont être présentées par rapport aux nouvelles annonces qui ont pu être faites permettent de tenir les dépenses pour qu'elles soient compatibles avec 5%. J'insiste enfin sur la fiscalité. Je dois vous dire qu'il y a eu beaucoup de changements en fait entre la version du budget présentée le 14 octobre et celle que le Premier ministre est en train de finaliser par ses arbitrages. Il n'y aura pas plus d'impôts dans la copie présentée demain que dans celle que nous avions présentée au départ. La grande différence, effectivement, c'est qu'il y a eu des changements sur qui contribuera un peu plus en 2026. Toute la fiscalité des ménages, nous avions eu des projets sur l'abattement sur les retraités, des projets sur un certain nombre de révisions de niches fiscales, des projets sur le gel du barème de l'impôt sur revenu, tous ces éléments ont été retirés pour qu'il y ait une fiscalité strictement stable, ce qui amène, et je conclurai là, à ce que l'effort de la nation par ses prélèvements obligatoires soit inférieur en pourcentage de notre PIB en 2026 par rapport à ce qu'il était en 2019. 2019, c'est la dernière année où nous étions sous 3% de déficit. 2019, c'est la dernière année avant les grandes crises du Covid, de l'Ukraine et de l'inflation. À l'époque, nous avions 44% de prélèvements obligatoires dans la richesse nationale. Il y aura en 2026 43,9%. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans la folie fiscale. Ce qui veut dire que nous essayons de revenir à un moment de notre histoire économique et budgétaire qui était la dernière année où nous étions sous les 3%. Il nous semblait que c'était une bonne boussole à tenir. Mais sur les ministères, vous disiez que vous alliez utiliser la réserve, mais est-ce qu'il y aura davantage d'économies qui vont être actionnées très concrètement? Très concrètement, ça veut dire qu'il y a 1,5 milliard d'euros que les ministères pouvaient espérer dépenser, qu'ils ne pourront pas dépenser en 2026, et nous le faisons de manière extrêmement transparente. Et c'est très important pour que les Français comprennent que quand on fait des économies, ce sont des vraies économies. Pas des économies d'écriture, ce sont des vraies économies qui seront faites au-delà de celles qui sont déjà dans le budget. Et comme le dit et comme nous l'anticipons, dans quelques semaines, nous aurons, et j'en suis sûr, beaucoup de questions au gouvernement sur un certain nombre de mesures, dispositifs qui ne seront peut-être pas financés comme certains auraient voulu. Et je ne doute pas que ces mêmes qui aujourd'hui disent qu'il en faut plus d'économies seront les premiers à nous demander où est l'argent. Et dans quel secteur? Et les ministres, évidemment, conduiront, et je veux le dire aussi en réponse à ce qu'a pu dire Olivier Faure, notre engagement, c'est de financer pleinement les services publics que les Français attendent. Maintenant, sur tout ce qui n'est pas le cœur des services publics, tout ce qui n'est pas le fonctionnement attendu de notre pays, eh bien, nous assumons de faire des économies de fonctionnement, de rationalisation et d'organisation.
les éléments notamment que le Premier ministre porte pour que nous mettions un État dans une capacité à faire plus efficace sont évidemment essentiels à la tenue de ces économies. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors moi, je vous propose qu'on continue pour la partie plus formelle. Quand même embrayer sur la question budgétaire dans le sillage de ce qu'a dit le Premier ministre et de ce qu'a dit Madame la ministre de l'Action et des Comptes publics par la réaction du Président de la République qui, vous le savez, a autorisé donc le gouvernement à engager sa responsabilité sur le budget de l'État et des collectivités territoriales. Je vais donc vous citer les propos du Président de la République en réaction à cette autorisation et plus globalement à la copie budgétaire qui est présentée par le Premier ministre et par Amélie de Montchalin. Il a dit, je cite, ce sont ses mots, que cette équation budgétaire est le fruit d'un travail politique qui, par définition, a nécessité des compromis et des concessions de la part de chacun. Une équation budgétaire qui permet de contenir le déficit à 5% de déficit, qui permet de contenir le déficit à 5% du PIB, de garantir une stabilité et d'être cohérent avec la politique économique suivie. C'est donc une copie qui permet au pays d'avancer. Encore une fois, ce sont ces mots. La feuille de route est remplie et nous devons toutes et tous la défendre. En défendre le résultat, il parlait là des membres du gouvernement, parce qu'il y a dedans de véritables éléments de relance. Et il faisait notamment référence au crédit et aux mesures relatives au logement. Parce qu'il y a une consolidation d'éléments de défense, et notamment sur le régalien, et parce que la surtaxe IS, donc sur les grandes entreprises, est plus concentrée qu'en 2025 et touche moins d'entreprises. Les ETI, les TPE, les PME, vous le savez, ne seront pas touchés en 2026. Et le Président de la République a conclu en saluant l'engagement du Premier ministre et des ministres concernés, notamment ma collègue Amélie de Montchalin, travail qui a permis d'avancer, je cite, sur ce chemin de crête. Voilà les quelques mots de réaction du Président de la République. Et quant à la partie plus formelle, sans transition, Monique Barbu, ministre de la Transition écologique, et Naïma Mouchou, ministre des Outre-mer, ont présenté un projet de loi qui concerne la collectivité de Martinique. Ce texte permet deux choses. D'une part, il habilite l'Assemblée de Martinique à prendre des dispositions spécifiques en matière d'énergie. Et d'autre part, le texte permet à cette Assemblée de créer une autorité unique pour exercer des compétences en matière d'eau et d'assainissement. Le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, a ensuite présenté un décret qui porte sur les produits de construction. Ce texte, qui traduit des obligations européennes, était attendu par les professionnels du bâtiment. Il confie à des organismes la responsabilité de contrôler la conformité des produits et matériaux utilisés en amont de leur commercialisation sur le territoire national. C'est un enjeu de sécurité pour les habitants et les usagers, et c'est aussi un enjeu de performance sur le plan environnemental. Je conclurai par un mot sur l'international, avec le Groenland, point qui, d'habitude, vous le savez, est fait par mon collègue Jean-Noël Barrot, qui était absent aujourd'hui, et donc c'est Nicolas Forissier qui s'en est chargé. Concernant donc le Groenland, les États-Unis d'Amérique franchissent un nouveau seuil de coercition. Le président de la République suit la situation de près, vous le savez, et la France prend au sérieux d'éventuelles menaces sur la sécurité de l'Arctique. C'est dans ce cadre-là que les militaires français sont actuellement sur place. Par ailleurs, vous le savez, un Conseil de l'Europe extraordinaire se tiendra jeudi, avec bien sûr la participation de la France. Et des échanges à tous les niveaux auront lieu cette semaine, notamment dans le cadre du forum de Davos. Voilà, je vous remercie et je vous propose de passer à la deuxième partie des questions. Si vous en avez encore, on vous répondra avec ma collègue. Une question à Elsie Lafontaine pour Europe 1. Deux hypothèses étaient possibles, c'était soit le 49.3, soit les ordonnances. Pourquoi avoir finalement choisi le 49.3 plutôt que les ordonnances, tout simplement? Écoutez, c'est un choix du Premier ministre et il a eu l'occasion de s'expliquer dessus à l'instant. D'abord, l'abandon du 49.3 n'était pas la volonté initiale du gouvernement et du Premier ministre. C'était une demande formulée
me semble-t-il, par l'ensemble des groupes politiques d'opposition, et ce, depuis plusieurs années. Il est apparu ces dernières semaines que ce 49.3 devenait acceptable, pour ne pas dire nécessaire. Puis par ailleurs, il y a une différence de fond sur l'utilisation du 49.3 et l'utilisation des ordonnances. C'est que l'Assemblée nationale a, dans un des deux cas, avec le 49.3, la possibilité de se prononcer de par le vote, ce qui n'est pas le cas des ordonnances. Et donc, ça relève en partie d'un caractère plus démocratique et plus respectueux du Parlement, ce qui a toujours été la ligne du Premier ministre. Merci. Oui, bonjour, Hugo Babé, BFM Business. J'aurais deux questions. Une sur l'apprentissage. Beaucoup d'employeurs s'inquiètent sur le fait qu'il pourrait y avoir une baisse des aides à l'embauche. Quel est l'arbitrage fait sur l'apprentissage et également sur les deux propositions qui avaient été faites par Philippe Juvin, le rapporteur général du budget, sur le fait de mettre le même budget en 2026 qu'en 2025 sur les agences de l'État. Est-ce qu'une réponse a été faite à cette proposition ? Alors, je vous disais sur votre deuxième question que dans les économies supplémentaires que le gouvernement donc, va proposer pour notamment tenir l'ambition des 5%, sans remettre en cause évidemment les politiques publiques sur lesquelles nous avons pris des engagements. Et je veux le dire ici, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas des choses qu'on va mettre d'un côté pour les retirer aussitôt qu'elles auront été annoncées. Il y a effectivement un certain nombre d'opérateurs et d'agences qui, quand elles ont de la trésorerie en excédent, ou quand elles ont ce qu'on appelle des taxes affectées qui les financent, qui sont dynamiques, c'est-à-dire qui ont une forte augmentation et peut-être parfois plus forte augmentation que leurs besoins, eh bien, le gouvernement va proposer que nous mettions de l'ordre, et je pense que c'est un bon usage de l'argent public et l'argent des Français, surtout parce que l'argent public n'existe pas, il n'y a que l'argent des Français, qu'ils soient entreprises ou ménages qui existent. Et donc là, nous suivons effectivement, pas dans exactement le même volume, mais en tout cas la direction qu'avait proposé le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. C'est aussi une forme de compromis. C'est aussi une manière de valoriser le travail des parlementaires et qui ont voulu s'engager pleinement et avec grande authenticité dans ces débats. Sur votre première question et l'apprentissage, le Premier ministre l'a dit à Matignon vendredi, nous soutenons le travail et nous soutenons la jeunesse. S'il y a bien un sujet qui coche les deux cases, c'est bien l'apprentissage. Près d'1 million d'apprentis dans notre pays, vous savez, depuis maintenant quelques années, une réforme très ambitieuse qui a été menée dès 2018 et un changement de mentalité qui fait que chacun voit aujourd'hui qu'apprendre un métier de manière concrète en complément d'études plus théoriques, eh bien ça augmente l'employabilité et c'est à la fois bon pour les entreprises et bon pour les jeunes et bon pour leurs familles. Donc on voit bien que c'est une politique aujourd'hui qui fait consensus. Aujourd'hui, c'est une politique publique qui représente à peu près 15 milliards d'euros pour ce million à peu près de jeunes engagés. Et nous avons un certain nombre d'éléments que nous voulons là aussi bien équilibrer, notamment en regardant si sur certains diplômes, peut-être notamment de Master 2, ou sur pour certaines grandes entreprises, est-ce que le niveau d'aide qui est aujourd'hui pourvu est adapté et s'il y a des éléments à ajuster. Ce que je peux vous garantir, c'est qu'il n'y aura pas aujourd'hui de remise en question de cette politique, pas de remise en question de l'ambition, pas de remise en question de l'accompagnement des entreprises, en particulier quand elles sont petites ou moyennes, et en particulier quand les jeunes sont moins qualifiés. Je peux vous dire que, et ce sera évidemment annoncé d'ici vendredi, et je laisserai mon collègue Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail, vous préciser les choses, on parle de quelques centaines de millions d'euros d'efforts ou d'économies, de recalibrage sur une politique publique qui représente plus de 15 milliards d'euros. Donc je pense que là aussi, il faut être précis, rigoureux, et bien voyez faire la différence entre la remise en question d'une politique publique et la bonne gestion que nous cherchons, là aussi dans l'intérêt des Français qui contribuent, des entreprises qui payent des taxes d'apprentissage, et donc dans l'intérêt collectif. Mais je le dis avec force, ce gouvernement assume pleinement l'importance donnée à l'apprentissage, et comme sur toutes les politiques publiques, eh bien, c'est pas parce que vous avez une politique publique importante qu'il n'y a pas évidemment des éléments d'ajustement à apporter. C'est ce que je crois nous pouvons tous comprendre, sans faire de fausses polémiques ou d'inquiéter ni les jeunes ni les entrepreneurs. Bien. Si c'est... Dernière question. Vous en prie, pardonnez-moi. Est-ce que le président a évoqué le fait qu'il souhaitait activer l'instrument anti-coercition par rapport
Est-ce que ça a été évoqué en Conseil des ministres? Oui, ça alors. Elle me souffle, oui. Oui, ça a été évoqué, mais avec les propos qui ont déjà été tenus et donc ce que vous avez voilà, déjà dans les communications de l'Élysée. D'accord, sans plus de précision. Rien de plus. C'est un instrument qui est à la fois un instrument de dissuasion, vous le savez, un instrument de riposte, et qui, si les États-Unis venaient à confirmer leurs menaces, serait évidemment justifié. C'est la position de la France, mais il n'y a pas de nouveauté, si je puis dire. Je vous en prie. Zoé Pallier pour Radio Classique. Madame la ministre, est-ce que vous pourriez juste préciser le montant total des économies qui seront faites sur les opérateurs et les agences en termes de milliards? Est-ce que vous avez déjà le chiffrage? Est-ce que c'est encore en cours de discussion? Alors, c'est toujours un peu compliqué de faire le départage. On est à peu près sur 2 milliards d'euros d'économies qui seront faits sur le périmètre des agences et des opérateurs. Mais je veux le dire, c'est pas de l'argent magique comme certaines oppositions parfois vous voyez, brandissent, en mélangeant les politiques publiques, les structures, leur fonctionnement. On aura l'occasion d'ailleurs pendant cette année de revenir sur le sujet. D'abord parce que, vous le savez, je m'étais beaucoup engagée avec tous les services sous ma tutelle pour que nous ayons un plan d'organisation de l'État pour qu'il le rende plus efficace, moins de doublons, plus de lisibilité. Et avec le ministre Amiel, sous l'autorité du Premier ministre, qui, vous savez, a demandé au ministre près de 70 chantiers de réorganisation, de faire en sorte que ces chantiers soient tenus. Deuxième élément, évidemment, c'est que vous savez que le Sénat a mené une commission d'enquête et qu'une proposition de loi, notamment portée par la sénatrice Lavarde, va être débattue. Donc c'est un sujet sur lequel nous allons revenir, mais je veux ici être très clair, il ne faut pas qu'on fasse de faux populisme sur ce sujet. Certains vous disent, il n'y a qu'à supprimer des agences et on va trouver 50 milliards d'euros d'économies. Les choses sont un peu plus complexes parce que les agences portent des politiques publiques. Elles portent par exemple la politique publique de l'apprentissage, France Compétences. Elles portent la politique du retour à l'emploi, France Travail. Elles portent la politique de la rénovation des logements, l'ANA. Elles portent la politique, vous voyez, du soutien à la gestion de l'eau par les agences de l'eau. Donc il y a une différence à faire entre la réorganisation, les économies que ces agences et opérateurs portent, tout comme les ministères, et la facilité avec laquelle certains vous disent, voilà, on va supprimer l'ADEME, l'ANA et autres agences, oubliant que ces agences ne sont pas juste des bureaucraties, elles portent des politiques publiques au plus près des concitoyens, au plus près des entreprises. Et je vais vous donner, la BPI est un opérateur dont je crois que tous les entrepreneurs de ce pays voient l'intérêt, le soutien, l'accompagnement à l'innovation. Donc voilà, donc on fait bien ce départage-là. Mais oui, je peux vous dire que les enjeux d'organisation de l'État, d'organisation de l'action publique sont, pour ce gouvernement, et à titre personnel, c'est pour ça que je m'appelle ministre de l'action publique, c'est qu'il n'y a pas que les comptes publics, il y a aussi la manière dont on organise l'action publique, qui seront évidemment au cœur des débats dès qu'on aura un budget. Et je pense que d'ailleurs, il faut qu'on en sorte vite, parce que ces questions d'organisation et d'efficacité sont, à mon avis, essentielles à porter et sont primordiales pour le Premier ministre et tout le gouvernement. Pardon, bonjour. Francesco Fontemaggi pour l'agence France Presse. Moi, j'ai tout mon temps. Une question sur les recettes. Donc, il a été question des 8 milliards de surtaxe IS. Mais qu'en est-il de la taxe sur les holdings? Est-ce qu'elle va être réintroduite telle qu'elle était dans la copie initiale? Et y a-t-il une évolution sur l'impôt sur la fortune immobilière? Alors, sur l'impôt sur la fortune immobilière, ça fait partie de notre projet de stabilité. L'impôt sur la fortune immobilière est conservé et il sera payé en 2026 dans les mêmes termes que ce qu'il était payé en 2025. C'est plus de 2 milliards d'euros aujourd'hui qui sont collectés par cet impôt et nous n'avons pas choisi de trouver une formule différente qui aurait amené, si on avait suivi certains, en fait à ce qu'il rapporte moins d'argent. Donc à un moment donné, vous voyez, on a gardé ce qui existe plutôt que de savoir parfois une forme d'exotisme fiscal qui, à mon avis, aurait été au détriment et des finances publiques et, j'allais dire, de l'attractivité de l'organisation collective. Deuxième enjeu sur la taxe holding, c'est un élément essentiel de la lutte contre la suroptimisation fiscale. Et nous avons porté, et je veux ici notamment remercier le travail du député Mattei, Jean-Paul Mattei, qui a porté, et ça a été d'ailleurs voté sans aucune voix contre la semaine dernière, quelques votes parfois qui ont permis de faire émerger des compromis, une réforme du pacte Dutreil. Et le pacte Dutreil, c'est quand vous transmettez une entreprise, et ça c'est un très bon outil que nous défendons, mais avec le temps, dans ces transmissions d'entreprise, c'était glissé aussi des transmissions de biens personnels.
de maisons de vacances, de choses qui appartiennent aux dirigeants, mais pas pour son entreprise, mais pour lui-même. Donc le député Mattei et nous-mêmes avons désormais clarifié les règles. Ne pourront plus être transmis dans le cadre des pactes de Dutreil que des éléments de l'entreprise, ses investissements, sa trésorerie, les actifs productifs. Et donc nous sortons tous les biens personnels, tous les biens somptuaires des pactes Dutreil. En fait, quand on transmet en général un pacte Dutreil, on transmet une holding. Et donc la taxe holding, du coup, par cohérence, va dire que si on ne peut pas transmettre les éléments personnels, ils n'ont pas à être dans la holding quand l'entreprise est avant transmission, donc est opérationnelle. Donc oui, la taxe holding est maintenue. Elle est maintenue pour que nous fassions beaucoup mieux le départage entre le patrimoine personnel du dirigeant et les actifs professionnels et l'outil productif. Et on sait bien que c'est là que se loge la suroptimisation fiscale qui amène, et je l'ai dit ces derniers jours, quelques milliers de contribuables français à payer finalement moins d'impôts que ce qu'ils ne devraient, puisqu'ils utilisent la fiscalité des entreprises pour se constituer un patrimoine personnel. Et donc c'est ce départage et la taxe holding telle qu'elle va arriver désormais, fruit de ce travail collectif, permet d'avoir cette cohérence, cette action, cette nouveauté aussi dans le cadre fiscal. Le Premier ministre l'a dit très clairement, nous avons de la grande stabilité pour les ménages, pour les entreprises, pour les TPE, pour les PME, pour les charges des entreprises, mais nous assumons d'avoir quelques changements, et notamment pour réduire cette suroptimisation. Et chacun comprend bien que tous ceux qui respectent déjà les règles en seront ravis, et tous ceux qui ont des doutes sur le fait que les règles sont respectées pourront être rassurés. Sur le pacte Dutreil, juste pour revenir, en vous attaquant du coup à ce pacte Dutreil qui permet la transmission des entreprises familiales, vous n'avez pas peur justement d'affaiblir cette transmission et que ces entreprises doivent fuir à l'étranger ou être revendues à des fonds étrangers, alors que déjà la taxation sur l'héritage en France est bien supérieure? Alors, je récuse le mot attaque, parce que c'est précisément l'inverse. Le pacte Dutreil fait l'objet de beaucoup de fantasmes. Beaucoup disent, voilà, un mécanisme de transmission d'entreprise qu'il faudrait tout simplement supprimer. Ce gouvernement dit précisément l'inverse. Nous voulons précisément et fortement garder cet outil de transmission des entreprises. Nous savons qu'il y a des millions de reprises d'entreprises à organiser dans les prochains mois, années et décennies du fait du vieillissement de la population. Nous voulons précisément protéger la souveraineté des entreprises et donc les transmettre dans un cadre familial. Donc, parce que nous voulons préserver ce pacte, nous avons décidé d'en retirer ce qui, justement, l'affaiblissait, voire créer des doutes ou des suspicions sur sa validité. Et ce qui aujourd'hui, pouvait fragiliser le pacte Dutreil, c'est que certaines personnes, du fait d'une jurisprudence qui, dans le temps, avait évolué, y logeaient des actifs personnels. Et je peux vous garantir que jamais Renaud Dutreil, qui est à l'initiative de ce pacte quand il était ministre, n'a imaginé que dans certains cas, on pouvait mettre jusqu'à 50% d'actifs personnels dans les transmissions. Donc, c'est tout l'inverse. Ça peut être de l'immobilier d'entreprise aussi. L'immobilier d'entreprise est évidemment toujours transmissible. L'immobilier personnel ne le sera plus. Les biens somptuaires qui ne sont pas au bénéfice d'une activité économique, d'une activité opérationnelle, seront exclus. Je peux vous dire quelque chose, c'est que par cette réforme, moi je crois précisément qu'on a renforcé le pacte Dutreil. Parce qu'on a retiré tout ce qui faisait polémique, on a retiré tout ce qui pouvait apparaître comme des effets d'aubaine pour recentrer un outil sur ce pourquoi il a été initialement conçu. Et le fait que vous voyez dans l'hémicycle, sur cette réforme, il n'y a eu aucune voix contre, il y a eu des abstentions, il y a eu des voix pour, sur l'ensemble des bancs, il me semble que c'est aussi le signal que nous sommes capables, sur un tel enjeu de souveraineté, de patrimoine économique, de transmission familiale, créer des consensus qui sont bons à l'économie française. Bien, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.